Bonjour à tous, bonjour Azadekian. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de sociologie à l'université de Paris-Cité et spécialiste de l'Iran. Bonjour Laurie Kenton. Bonjour. Vous êtes historien politiste à l'université de Versailles et spécialiste de la politique américaine. Et bonjour Mathilde Sirot. Bonjour Paul. En ce 54e jour de guerre au Moyen-Orient, on sait qu'entre le 28 février et le 8 avril, les États-Unis et Israël ont bombardé l'Iran sans interruption avec des frappes qui ont visé les plus hauts responsables iraniens et fait de très nombreuses victimes. Après 2 semaines de relatif répit, Donald Trump annonce donc cette nuit la prolongation du cessez-le-feu, tout en maintenant le blocus des ports iraniens. On n'arrive plus à compter le nombre de revirements de Donald Trump, mais comment analyser ce report, Laurie Kenton? C'est vraiment pour donner plus de temps à Téhéran, comme il le prétend? C'est difficile de suivre un petit peu la logique. On a eu d'abord une logique de tapis de bombe pour faire plier par la force, par une sorte de sidération. Et maintenant, ce qu'on a tous les jours, c'est un tapis de déclarations, de mots. Et on a un petit peu du mal à faire le tri. Mais ce qu'on voit avec Trump, qui est assez classique, ça remonte à avant, c'est les revirements sans cesse. Au moins 5 en 3 semaines, on a compté. Ah oui, mais il y a aussi tout ce qu'il y avait sur les tarifs douaniers, ce genre de choses. Il faut prendre ça comme un ensemble. Et donc, quand on a ce genre de revirement, on pense tout de suite à Taco, Trump always chickens out. Trump finit toujours par se débiner et Trump recule toujours. Et le problème, c'est que les interlocuteurs, directs, l'Iran, indirect, la Chine, etc., ils commencent à savoir un petit peu comment... C'est de la faiblesse ? C'est une forme de faiblesse. Et lui, il veut projeter toujours de la force. Il est toujours en train de montrer ses muscles. C'est pas forcément toujours compris comme ça. Azadekian, vous avez de nombreux interlocuteurs sur place en Iran. On aimerait comprendre, savoir avec vous comment la société civile iranienne vit ces multiples revirements dans cette guerre avec Donald Trump. Écoutez, je peux vous dire que les gens n'en peuvent plus. En tout cas, ceux qui, en Iran, sont contre la guerre et souhaitent une paix durable et rapide entre l'Iran et les États-Unis, parce que les gens vraiment continuent à vivre dans une angoisse insupportable. D'une part, d'autre part, par exemple, ceux qui avaient quitté Téhéran, qui sont revenus, pour échapper aux bombes, si vous voulez, américaines ou israéliens, qui sont revenus et voient l'ampleur des dégâts, l'ampleur des destructions. D'une part, ça aussi augmente leur angoisse. Est-ce qu'ils ne sont pas soulagés, puisque ça fait donc 2 semaines à peu près qu'il n'y a plus de bombardement à Téhéran? Là, a priori, ça va encore durer au moins quelques heures, on imagine. Absolument. Donc la population est soulagée, mais souhaite une paix durable, parce que c'est absolument pas possible de vivre dans cette angoisse, de se poser la question de ça, quand est-ce qu'ils vont bombarder de nouveau, d'une part. D'autre part, il ne faut pas oublier que le régime islamique profite aussi de la guerre, ou a profité de la guerre pour imposer sa mainmise davantage sur la société, en organisant ses partisans, pas seulement sur les places de Téhéran ou d'autres grandes villes, par exemple tous les soirs, qui scandent des slogans, mais aussi aujourd'hui, depuis quelques jours, il envoie aussi des parades dans différents quartiers de Téhéran pour montrer des muscles à la population et dire: on est là, attention, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Vos amis vous racontent qu'ils voient des parades des partisans du régime iranien qui tient. Ils les voient dans la rue, c'est ça? Ah, absolument, oui. Partout, dans des quartiers aisés, classe moyenne, classe populaire. Voilà, pour dire, on vous tient à l'œil, etc. Donc voilà, et à cela s'ajoute bien sûr les problèmes économiques énormes. Il ne faut pas oublier, le taux de chômage a énormément augmenté pendant la guerre. Du fait de la guerre, il y a 115 000 immeubles résidentiels et commerciaux, selon les dernières statistiques que j'ai pu avoir, qui ont été bombardés. 3 millions de personnes déplacées. Et combien de morts? Alors, selon les chiffres officiels, 3 500 civils tués. Donc, vous voyez bien l'ampleur, en fait, du désastre de cette guerre. Donc, c'est normal que la population souhaite vraiment une fin à cette guerre rapidement. Laurie Kenton, comment est-ce qu'on peut interpréter cet échec du 2e round de négociations qui devait se tenir, on le sait, à Islamabad, au Pakistan? Qu'est-ce qui a fait que ces discussions n'ont pas pu se tenir? Est-ce que le problème, c'est sur le front du détroit d'Ormuz, ou est-ce que le principal souci entre les Américains et les Iraniens se trouve sur la question des 440 kilos d'uranium enrichi?
Les deux en réalité. Et le problème, c'est que les deux côtés sont maximalistes et les deux veulent absolument tout. C'est le style de négociation Trump. Le style de négociation Trump, c'est qu'il n'y a pas de compromis. Et c'est pour ça que Trump avait cassé l'accord de 2015 qu'il considérait comme un mauvais accord. Et d'une certaine manière, il a raison dans le sens où ce n'est pas un accord où les Iraniens sont complètement anéantis en fait. Donc comme c'est un accord où on se retrouve un peu au milieu, ils considèrent que c'est mauvais. Et donc quand on part en négociation en considérant que la négociation est un jeu à somme nulle, je gagne quand je gagne tout et je ne gagne pas quand je cède un tout petit peu de terrain, et que les Iraniens sont un petit peu dans le même type de logique où ils ne veulent rien céder ou le moins possible, forcément, ça prend du temps, c'est compliqué. Il y a énormément de bluffs, de revirements. Et l'accord de 2015, il faut bien garder cette espèce de matrice temporelle dans la tête. Ça avait mis des années à produire un document de 160 pages, je crois, avec plein d'annexes techniques. C'est vraiment un marathon. Et là, Trump veut tout de suite. Et le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça en général, les négociations, et avec les Iraniens en particulier. Et puis il y a donc cette guerre dans le détroit d'Ormuz. On apprend ce matin qu'un porte-conteneur a été visé au large d'Oman par une vedette rapide des gardiens de la Révolution. Comment il faut interpréter cet événement ? Que ça n'est pas terminé, que ça continue, que les deux parties essayent de mettre cette pression maximale sur l'autre en montrant les muscles, en montrant qu'ils sont capables d'eux. Et donc Trump, d'un côté, il montre qu'il n'est pas qu'une poule mouillée et les Iraniens montrent qu'ils en ont encore sous la pédale d'une certaine manière. Trump et Pete Hegseth, son ministre de la guerre, n'arrêtent pas de dire que les Iraniens sont complètement aplatis, qu'ils ont 0%. Et eux, ils montrent qu'avec 0%, on peut quand même faire des choses. Donc les deux parties montrent qu'ils ont encore la capacité de faire pression et de tout faire capoter. Et donc il faut prendre en compte le côté américain, le côté iranien, dans l'équation. Et donc, chacun essaye de montrer qu'il a encore des arguments et que, attention, il ne faut pas les prendre comme s'ils étaient vaincus. Azad Ekian, le président américain pointe du doigt des divisions au sein du régime iranien, notamment auprès de ceux qui sont censés pouvoir mener ces négociations. Est-ce que vous pouvez nous dire, aujourd'hui, qui pèse le plus entre les durs et les modérés, pour faire simple ? Bien sûr, mais avant de répondre à cette question, je voudrais quand même insister sur le fait que les Iraniens, pendant la première round de négociation à Islamabad, avaient visiblement accepté de diluer les 400 kg d'uranium enrichi à 67%, mais à l'intérieur de l'Iran, sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce que Trump demande, c'est non, il faut nous l'envoyer, vos 400 kg, et les Iraniens disent non, il n'y a pas... C'était déjà un compromis, ça, pour les Iraniens ? Bien évidemment, bien sûr. Et ils l'ont déjà fait par le passé, justement. Avec, donc c'est une victoire des modérés sur les durs, pour reprendre la question de Mathilde ? Alors justement, donc les concessions que l'équipe a faites aux Américains n'a pas eu des fruits ou des résultats escomptés, puisque Trump insiste justement pour obtenir le maximum des Iraniens. Et donc c'est ça qui a déclenché en fait un front de refus en Iran même. Et les durs du régime sont maintenant renforcés. Et il y a eu même des slogans contre Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, qui avait déclaré l'ouverture de détroit d'Ormuz, souvenons-nous, qui l'a fait bien sûr avec l'aval des autorités iraniennes, mais c'est lui qui en fait a été très attaqué. Il a été même, il y a des slogans qui ont été scandés contre lui, qui l'ont traité de traître, etc. Ce qui montre finalement que Trump, en montant les enchères, fait justement renforcer ou a fait renforcer les durs des gardiens de la révolution, parce que ce sont des militaires qui gèrent le pays depuis la guerre, il ne faut pas oublier, et donc aujourd'hui ce sont bien évidemment les durs du régime qui a été renforcé du fait des positions extrémistes de Trump. Laure Kenton, vous partagez cette analyse ? Absolument, le mieux est l'ennemi du bien, et le problème c'est que pour quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle L'art du deal, ne pas prendre ça en compte, il faut parfois savoir s'arrêter un petit peu avant les 100% qu'on veut. Et là, cette histoire de l'AIEA, on revient exactement à l'accord de 2015. Il faut déchiré par Trump lors de son premier mandat. Oui, parce que c'était Obama et que ce que faisait Obama, c'était nul et non avenu, c'était faible, c'était Carter, 79, on en revenait au démon de l'Amérique faible, il fallait montrer les muscles. Et le problème, c'est qu'il se rend compte que finalement, tout ça avait une raison. Avait une raison historique, et que là, on en revenait à une concession de l'Iran, d'accord, mais l'AIEA
l'AIEA et en Iran, Trump pas du tout, il faut que ce soit chez moi. Ben voilà. Et donc on se retrouve avec la fraction la plus dure et pas la plus modérée qui reprend la main. Donc c'est contre-productif. Je reviens au détroit d'Ormuz. L'Organisation maritime internationale lance un appel à l'aide. 20 000 marins sont bloqués, 2 000 navires sont à l'arrêt total dans ce détroit. Qui souffre le plus de ce blocus? Est-ce que c'est l'Iran, asphyxié économiquement? Donald Trump a parlé jusqu'à 500 millions par jour de pertes. Ou est-ce que c'est le monde? C'est le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Iraniens, bien sûr, souffrent de cette situation, mais en tout cas, ils prétendent avoir plus de 179 millions de barils de pétrole qui seraient dans les eaux internationales et qui sont en train de continuer à vendre, en particulier à la Chine, et donc qui leur procurent bien évidemment des revenus pétroliers. Et donc, ils disent, c'est pas nous qui souffront le plus. D'ailleurs, on constate que ça, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils, eux aussi, à leur tour, ont préféré avoir une position jusqu'au boutiste et extrémiste face à l'extrémisme de Donald Trump. Donc, pour l'instant, on ne voit pas de signe de souffrance du régime, mais la population, oui, comme je le disais, le taux d'inflation avoisine les 100%. Il y a énormément de gens qui sont au chômage aujourd'hui. Donc les problèmes socio-économiques sont énormes dans le pays, mais le régime ne s'occupe pas de sa population. Et dans un instant, on parlera des très nombreuses répercussions de ce conflit en France, aux États-Unis. On parlera d'une passionnante enquête du Wall Street Journal que vous avez lu, j'imagine. Mais d'abord, il est 8h45 et c'est l'heure de l'info en 1 minute avec Laura Dulieu. Le gouvernement annonce des aides face à la crise énergétique et les prix des carburants. 20 centimes par litre d'essence pour les gros rouleurs aux revenus modestes, soit moins de 17 000 € annuels pour une personne seule. Ça représente une aide de 50 € en moyenne pour environ 3 millions de Français. Un porte-conteneur visé par des tirs iraniens ce matin au large d'Oman, alors que Donald Trump prolonge la trêve en Iran pour laisser une chance aux négociations. Pour autant, J.D. Vance, le vice-président américain, ne s'est pas rendu au Pakistan hier pour des discussions directes avec les Iraniens. À Mayotte, des syndicats d'enseignants appellent à la grève jusqu'à demain. Ils dénoncent des suppressions de classes, le manque de moyens et une dégradation des conditions d'apprentissage, alors que 15 000 enfants restent non scolarisés sur ce territoire. Le RC Lens a un match d'écrire son histoire. Les 100 et or se sont qualifiés en finale de la Coupe de France 4-1 hier soir face à Toulouse. La victoire célébrée par un gigantesque envahissement de terrain. Les Lensois qui n'ont jamais remporté la Coupe de France, ils affronteront Nice ou Strasbourg en finale. France Info. Le 8-30 France Info, Paul Larouturou, Mathilde Siro. Avec la sociologue franco-iranienne Azadeh Kian et l'historien expert des États-Unis, Louric Hentan, que Mathilde va interroger sur les nombreuses répercussions de ce conflit aux États-Unis. Oui, on se demande en fait à partir de quel moment le coup politique devient insupportable pour Donald Trump. Parce qu'on voit qu'avec donc ce cessez-le-feu qui est prolongé, ces négociations qui risquent de prendre encore plus de temps que prévu, mais finalement peut-être que le temps joue aussi contre Donald Trump. Ah mais totalement. Trump était complètement intoxiqué par le coup assez brillant au Venezuela où il tape, c'est fini. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir le Congrès, il n'y a pas de dépenses, le coût économique sur la société américaine est nul, le coût politique est plutôt pas mal. Donc, il voulait répliquer ça en Iran, ça a échoué totalement, parce que là, on est embourbé dans le contraire total de ce que Trump voulait. Il voulait surtout pas... Une guerre sans fin. Une guerre sans fin type Iran-Afghanistan, mais également, il ne faut surtout pas oublier ça, l'humiliation de 79, Jimmy Carter, qui était vu comme le président le plus faible de l'histoire. Et Ronald Reagan s'était présenté contre lui avec un slogan bien connu, Make America Great Again, c'est ça le premier. Et donc Carter, c'est vraiment l'épouvantail absolu. Et là, en réalité, Trump est en train de se retrouver dans la position de Carter, ce qui est vraiment le cauchemar total pour lui en termes symboliques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également les répercussions économiques, on en parle en France sur le prix des carburants. Aux États-Unis, c'est la même chose, à part que la fiscalité est moindre et donc l'impact est beaucoup plus direct. Et là, on
on voit dans les sondages que sur ce qui faisait la force des républicains en général, de Trump en particulier, c'est-à-dire l'économie, le coût de la vie, mais également la défense, et puis même l'immigration, c'est dingue, parce que tout, ça fait tache d'huile. Trump est en train de s'effondrer absolument partout. Ça entraîne les républicains qui sont en course pour les midterms en novembre et qui se disent le problème, c'est que là, on est en train de perdre, non pas à cause de notre bilan, mais à cause du président qui nous entraîne dans le vide. Il y a une passionnante enquête du Wall Street Journal où on apprend que certaines réunions extrêmement importantes à la Maison-Blanche se font sans le président américain, oui, et que ses conseillers filtrent les informations qu'il lui présentent. Laurie Ganneton, vous qui l'étudiez attentivement, qu'est-ce que vous avez appris dans cette enquête ? Ben notamment, le plus étonnant, c'est le côté tellement impulsif de Trump que ses principaux conseillers, qui sont parmi les plus loyaux, contrairement au premier mandat, il faut vraiment bien distinguer que dans le premier mandat, il y avait ce qu'on appelait les adultes dans la pièce qui étaient capables également de filtrer un certain nombre de choses, où Trump leur demandait des choses, disait oui, puis ils faisaient jamais. Donc ça, il y a eu beaucoup pendant le premier mandat. Le deuxième mandat, c'est vraiment épuré, c'est-à-dire ce sont que des hyper loyalistes. Et ben, même dans ceux-là, on en a un certain nombre qui savent plus quoi en faire de Trump, parce que le problème, c'est que par exemple, il tweet un certain nombre de choses. Comme ça, parce qu'il est complètement impulsif, mais ça ne passe même pas... avec des insultes. Ah oui, mais enfin, dans le style Trump, et ça ne passe même pas par l'approbation des services de communication. Donc, un certain nombre de ses conseillers... D'anéantir une civilisation, par exemple. Par exemple, et il y a un certain nombre... Il y a tout un paquet de déclarations comme ça, où il pense, il a cette espèce d'instinct qui ne le trompe jamais, selon lui, selon lequel ça va créer un effet. Et donc, on passe du côté performatif, je dis, donc je fais, donc par exemple, je tweete et ça a un effet direct sur les marchés, ça on l'a vu tant et plus, au côté incantatoire en fait, c'est-à-dire je dis en espérant que ça va faire, et puis ça ne fait jamais en réalité. Ses conseillers parfois découvrent en direct ce qu'il dit, ses ministres découvrent ce qu'il dit, non pas parce qu'ils ont eu la primeur, mais parce qu'il faut qu'ils allument leur téléphone pour voir ce que leur président et leur patron dit. Donc là, le problème, c'est qu'on a un certain nombre de gens qui sont obligés de filtrer pour éviter que la prise de décision soit polluée, non pas par des éléments extérieurs, mais par le président. Et donc là, on est dans la chaîne de commandement, c'est particulièrement préoccupant. Zadékian ? Oui, je voulais dire que dans cette histoire, depuis le début de cette guerre, moi je pense que c'est une guerre illégale, illégitime, mais ce qu'on peut voir, c'est que paradoxalement, ce sont les Iraniens qui font preuve de rationalité et de retenue face à un président américain qui... les Iraniens Retenu, par exemple, lorsque il les insulte, lorsqu'il dit effectivement « je vais anéantir la civilisation iranienne ». Déclaration, les Iraniens, ils ne sont pas très modérés. Oui, quand mais même, modérés, non, ils ne le sont pas. Mais en fait, par rapport à... On ne s'attend pas à ce que les gardiens de la Révolution soient modérés. Ouais. Ils ripostent aux insultes et aux propos de Donald Trump. On a des nouvelles du guide suprême, d'ailleurs ? Ah non, écoutez, le guide suprême, de toute façon, personne ne l'a vu, il ne fait que quelques déclarations par écrites, d'ailleurs on ne sait pas si c'est lui ou non. Je pense que non, je pense que ce sont les gardiens de la Révolution, effectivement. De toute façon, c'est eux qui l'ont élu, qui ont fait pression pour qu'il soit élu. Donc non, qu'il soit là ou non, je l'ai déjà dit, on n'est plus dans le registre de gouvernement ou régime des mollahs, mais on est passé à un régime militarisé. Et donc, ce sont les gardiens de la Révolution qui dirigent le pays, et au fur et à mesure que Trump fait monter des enchères, ce sont l'aile plus, jusqu'au boutiste des gardiens qui sera renforcée. Mais ceci étant dit, les Iraniens vont négocier. Moi, je suis persuadée qu'eux aussi sont en train de monter les enchères et vont au Pakistan parce qu'ils sont très proches des Pakistanais. Il ne faut pas oublier ça, que le chef d'état-major pakistanais, M. Mounir, qui était allé en Iran, justement, est très proche des gardiens de la Révolution. Et donc, ils ne vont pas dire non indéfiniment, parce qu'il faut absolument qu'ils fassent aussi une paix durable. Et c'est ça qu'ils cherchent. Ils disent, on veut une paix durable, et voici nos conditions, et voici les conditions des Américains. Donc, il faut parvenir à une solution intermédiaire. Laurie Ganneton, le vice-président américain J.D. Vance, on sait grâce à la presse américaine qu'en secret, face à Donald Trump, il était opposé à cette guerre, mais en pratique, aujourd'hui, c'est lui qui doit sortir de cette guerre, qui doit négocier. Il a une carte à jouer au Pakistan. Qu'est-ce qu'il va faire, d'après vous ?
Le boulot de vice-président est un des plus sales boulots de l'univers, parce que vous prenez tout ce que le président ne veut pas faire ou ne peut pas faire directement, et c'est vous qui êtes obligé de faire, même quand vous n'y croyez pas, et même quand vous croyez plutôt l'inverse. Donc J.D. Vance, il a une tâche qui est particulièrement ingrate. Il n'est pas forcément aidé parce que les deux principaux négociateurs sont pas exactement des diplomates, donc il découvre un petit peu, et puis on a vu les talents de Steve Witkoff quand il était en Russie, c'est pas forcément les plus aguerris là-dessus. Mais les deux côtés, Iran comme États-Unis, ont besoin à relativement court terme d'une porte de sortie. On la voit pas là, ce matin. Non, mais ils en ont besoin. Et ils en ont besoin, c'est-à-dire que Trump, il a des midterms qui s'annoncent de plus en plus catastrophiques. Là, la Virginie, cette nuit, a voté par référendum un redécoupage des circonscriptions qui donne un avantage certain aux démocrates en réaction aux manœuvres de Trump au Texas et dans d'autres États. Donc, ça peut être une vague démocrate au mois de novembre. Certains sondages y laissent penser, mais il faut être très prudent parce que les Républicains n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont énormément d'argent, il va y avoir énormément de spots de campagne, en septembre en particulier. Ça va un petit peu modérer la vague, mais de toute façon, les démocrates devraient prendre la Chambre. Ça va complètement polluer la deuxième partie de mandat de Trump. Il est possible même que les démocrates prennent le Sénat, c'est pas du tout sûr. Et donc là, c'est également une deuxième source de complication. Il aurait les mains moins libres, le président américain. Il aurait les mains moins libres, notamment parce qu'il a déjà vécu ça après les midterms de 2018. Alors les démocrates, il ne faudrait pas non plus qu'ils se croient et qui déclenchent des tas de procédures, parce qu'on a vu en 2019-2020 que ça ne servait absolument à rien. Mais Trump redoute ça. On peut avoir une phase assez compliquée après les midterms où les républicains, notamment autour de Trump, contestent les résultats. Et donc on peut avoir une espèce de chaos, c'est pas du tout sûr, mais on peut avoir une espèce de chaos sur l'interprétation et la traduction des résultats, et ça peut complètement polluer la deuxième partie de mandat. Mais jusqu'ici, effectivement, Trump voit qu'il y a un coût politique notable, et il a besoin d'une porte de sortie. Les Iraniens aussi, il va falloir qu'ils se retrouvent à un moment. Azadekian, le président Emmanuel Macron a parlé d'erreurs des deux côtés concernant donc la France et l'Iran. Est-ce que le président français est attendu quelque part en Iran? Est-ce que la France fait suffisamment pour protéger la société civile iranienne? Oh non, ni la France ni l'Europe en général. De toute façon, je pense que l'Europe a été particulièrement timide, à la fois en janvier, lorsque le régime a massacré la population contestataire, et aussi lorsque Israël et les États-Unis ont déclenché une guerre qui était illégale au regard du droit international et illégitime. Et donc, on n'a pas vu énormément de réactions de la part de l'Europe non plus, encore moins aujourd'hui. Donc, mais je pense que l'Europe a son rôle à jouer, parce que ce sont les Européens qui sont en train aussi de subir les conséquences de l'augmentation du prix des hydrocarbures, etc. Et donc, nous, en Europe, on est très proche de la région du Moyen-Orient par rapport aux États-Unis. Donc, en fait, tout ce qui peut se passer en termes de conséquences, eh bien, on est visé, je dirais, davantage que les Américains. Donc, effectivement, espérons que l'Europe se réveillera et jouera un rôle. Aujourd'hui, par exemple, les Européens peuvent jouer un rôle pour faire venir les Iraniens à la table des négociations, Azadekian, par exemple. Il nous reste une question, vous le savez, il est 8h57 sur France Info. C'est l'heure de la question à retrouver sur les réseaux sociaux. C'est la question qui, ce matin, la question qui enseigne et qui s'adresse à tous les deux, puisque vous êtes tous les deux enseignants. Qu'est-ce que vous marquez sur le tableau pour désigner ce moment géopolitique si particulier? Azadekian, en ce moment. C'est un moment... Moi, je suis émérite, donc j'écris plus rien sur le tableau. Mais vous avez longtemps enseigné, puis on vous écoute, on est vos élèves ce matin. Effectivement, ce que j'écris, c'est qu'on est en train de traverser un moment absolument décisif dans l'histoire récente, peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et vraiment, il faut regagner le multilatéralisme. Trump est en train de tuer le multilatéralisme. Il faut donner de pouvoir à l'ONU, je pense, et donc il faut revenir effectivement à ces prises de décision multilatérales à l'échelle internationale. Vous coupez. Qu'est-ce que vous écrivez sur le tableau en une phrase? Le géo dans géopolitique est le mieux et l'ennemi du bien en négociation.
Merci Azadekian, professeur émérite à l'Université de Paris-Cité, spécialiste de l'Iran. Merci beaucoup Loïc Henton. Merci Mathilde. On se retrouve demain dans un instant, les informés avec Renaud Dely. À tout de suite sur France Info.